Et j'aimerais demander à notre président, Kevin Jones, de prendre la parole. Merci Stéphane. Puis-je vous souhaiter tous la bienvenue à cette réunion virtuelle de la Commission des sciences et des technologies en France. Même si nous voyons tous un peu la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne la pandémie, cela ne signifie pas que malheureusement nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne. Espérons que nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement. Alors, j'aimerais je vais commencer par remercier nos amis français d'avoir organisé cette rencontre. J'aimerais exprimer mes remerciements au sénateur Christian Cambon, le chef de la délégation française, et à son adjoint, Philippe Michel Klausbayer, pour nous accueillir, d'avoir organisé cette rencontre. Le sénateur Cambon ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais plus tard, M. Michel Klausbayer va prendre la parole. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Brian Wells, le conseiller scientifique en chef de l'OTAN, qui nous rejoint aujourd'hui. Alors je sais que c'est toujours difficile d'organiser ces réunions de façon virtuelle. Et je vous remercie par avance si nous avons des petits soucis technologiques. Nous avons un ordre de jour très intéressant à étudier aujourd'hui. Et je vais bientôt demander à M. Michel Klausbauer de nous faire une introduction au nom de la délégation française. Et ensuite, nous aurons 3 sujets à évoquer. D'abord, l'espace et la sécurité. Et nos intervenants sont le général de division aérienne, Michel Friedling, le commandant du commandement de l'espace français, et aussi Madame Isabelle Sourbès-Verger, géographe et directrice de recherche au CNRS. Et ensuite, notre deuxième table ronde portera sur les risques et les opportunités de la biotechnologie. Nous aurons un exposé de l'ambassadeur Yan Wang, le représentant permanent de la France auprès de la conférence du désarmement à Genève, et aussi de la part de Madame Elisande Nexand, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Notre troisième table ronde, le troisième exposé sera fait par Jan Mika Strobal, le nouveau dirigeant du CSO, qui nous éclairera sur le rôle de la coopération et de ce bureau de soutien dans le cadre de la coopération avec les partenaires. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons un ordre du jour chargé. Et puis, je vous demandais, lorsque cela est possible, de porter un casque, car cela facilite le travail de nos interprètes. Si vous souhaitez intervenir, merci de le faire en utilisant le bouton en bas à droite de l'écran Request to Speak. Et après les exposés, nous aurons une session de questions-réponses. Alors, je sais que c'est difficile de faire cela par façon virtuelle, mais si vous avez des problèmes techniques pendant la réunion, n'hésitez pas à utiliser la boîte d'échange Technical Support, et l'équipe de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN fera de son mieux pour vous venir en aide. Alors, sans plus tarder, j'aimerais demander à notre bon ami, monsieur Philippe Michel Klausbauer, le chef adjoint de la délégation française et le président de la sous-commission sur la tendance technologique et la sécurité, d'intervenir pour nous donner quelques mots d'introduction. Philippe, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, cher président Kevin Jones. Merci de m'accueillir. Bonjour, mes chers collègues. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, mon général, et vous qui nous écoutez. Donc, il me revient aujourd'hui de vous accueillir pour cette visite virtuelle en France.
et le président Cambon étant retenu en circonscription à son grand regret et à mon grand plaisir, vous le comprenez, puisqu'il me revient cet honneur de guider notre réunion de ce jour. C'est la deuxième fois que notre commission organise de cette manière, cette année, en raison des circonstances sanitaires, un déplacement virtuel, mais toujours très réussi. Nous avons longtemps espéré donc pouvoir vous accueillir à Paris, à Toulouse. Cela n'a malheureusement pas été le cas et nous espérons que nous pourrons vous y accueillir un jour prochain. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la troisième fois pour discuter ensemble des enjeux dans deux domaines cruciaux dans lesquels notre alliance a un rôle à jouer pour façonner une conception commune des opportunités, des défis, voire des menaces liées au domaine spatial d'une part et aux biotechnologies d'autre part. Notre ordre du jour étant dense, aussi je vais faire le plus bref possible. Les interlocuteurs de très haut niveau qui ont bien voulu participer aujourd'hui à nos débats et que je remercie toutes et tous une nouvelle fois pour leur disponibilité vont cet après-midi nous présenter la vision française et leur perception de ces enjeux. Je suis sûr que leur présentation suscitera une discussion passionnante et enrichira les rapports de nos excellents rapporteurs et stimulera notre réflexion et nous donnera des pistes d'action au sein de nos parlements respectifs. Notre cher rapporteur, Karl-Heinz Brunner, a mis en évidence dans son rapport l'accélération forte des travaux à l'OTAN en ce qui concerne l'espace et la sécurité. Les Alliés sont en effet passés de la proposition en 2018 d'une réflexion globale en matière d'espace à sa traduction concrète, avec la reconnaissance d'un 5e milieu d'opération en 2019, un déploiement avec un volet spatial ajouté au commandement aérien allié de Ramstein et la décision d'un centre d'excellence de l'OTAN dédié aux opérations spatiales à Toulouse et l'inclusion encadrée de l'espace dans le champ de la réponse collective il y a un peu plus de 2 semaines. La France avait mené au plan national une réflexion et une action du même ordre de cet espace, historiquement enjeu stratégique. Aussi, à défaut de pouvoir nous rendre à Toulouse aujourd'hui, siège du commandement français de l'espace, nous aurons l'honneur et le plaisir d'entendre le général de division aérienne Fredling, son commandant, face aux questions qui se posent. Et nous écouterons aussi Madame Isabelle Sourbès-Verger, qui est une chercheure du CNRS et nous détaillera le jeu des différents acteurs tels que ces derniers le perçoivent et tels que nous percevons. La France apporte ses réponses pour garantir notre autonomie stratégique et la résilience de nos capacités, bien sûr, mais développe une stratégie partenariale. Le centre d'excellence en est un exemple et il servira à apporter la transversalité entre les différentes agences spatiales militaires des pays de l'OTAN en favorisant le retour d'expérience sur des situations rencontrées par les membres de l'OTAN. La réflexion sur des exercices, des doctrines, des modes opératoires et des processus communs afin de favoriser l'interopérabilité des hommes comme des matériels. Nous l'avons chacune et chacun constaté dans nos pays, la propagation rapide du coronavirus a remis sur le devant de la scène les risques posés par une éventuelle attaque à l'arme biologique. La France s'est de façon ancienne et durable engagée en faveur de la prohibition absolue des armes biologiques. Elle est très attachée au renforcement de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage des armes biologiques et à toxines, ainsi qu'à l'amélioration de son application. Elle promeut dans ce cadre un mécanisme volontaire de revue par les pairs, en amont donc d'un éventuel emploi de biotechnologie à des fins offensives, ainsi que la formation d'experts capables de confirmer ou infirmer une allégation d'emploi d'armes biologiques. Notre excellente rapporteure, Léona Halslev, a mis en lumière le CIABT. Aussi, il nous a semblé intéressant de discuter de la meilleure manière d'opérationnaliser cette dernière pour être à la hauteur des enjeux actuels en matière de biotechnologie. La France a assumé la présidence de la CIABT en 2019. Aussi, l'ambassadeur Wang et Madame Nexon vont pouvoir nous faire un retour d'expérience des propositions qui en sont nées. La France conduit enfin des programmes de biodéfense destinés à renforcer la protection des populations civiles et des forces déployées sur des théâtres d'opération contre d'éventuelles attaques biologiques. Et donc, Madame Nexon nous entretiendra avec intérêt sur les propos et protections vis-à-vis de ces menaces. Enfin, la présentation du CSO conclura cette visite.
Une de ces antennes se situe en effet juste à côté de Paris. Et en droite ligne de mes propos sur la conception partenariale française pour un multilatéralisme efficace, travailler en réseau aboutit à un résultat plus grand que la simple somme des parties individuelles. Voilà donc, cher président, cher Kevin Jones, l'état dans lequel nous avons organisé cette réunion avec des intervenants de très haut niveau, et nous espérons que vous serez tous intéressés par cette journée virtuelle et qu'elle palliera l'excellence des personnes que nous recevrons, palliera à l'absence de visite physique, mais qui sera partie remise quand nous le pourrons. Merci beaucoup, merci à chacun. Our next speakers should already be here, and can we request Est-ce que je peux demander à l'ambassadeur d'évoquer la question sur la façon dont la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et son opérationnalisation peut répondre aux défis actuels de la biotechnologie? Ambassadeur, vous avez la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, parfait. Et merci beaucoup de me passer la parole. Et puis bonjour à tous nos parlementaires. Bienvenue en France virtuellement. J'espère que vous aurez l'occasion de venir physiquement visiter notre pays et poursuivre la discussion. J'étais très intéressé par la discussion précédente, moi-même étant intéressé par ces sujets spatiaux, puisque les sujets espace sont traités à la conférence du désarmement et bien entendu je suis en première ligne dans cette négociation. Donc tout cela m'a beaucoup intéressé et je voudrais remercier le général pour cette présentation s'il est encore connecté. Mais j'en viens maintenant à notre sujet et merci Monsieur le Président de me poser cette question qui sont de savoir si la Convention sur les armes biologiques, d'interdiction des armes biologiques est à la hauteur des enjeux actuels. Donc c'est une question vaste. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a moins de temps puisqu'on on a un peu perdu de temps au début. Donc je vais être assez court et essayer de poser les problématiques de façon synthétique, de façon à ce qu'on ait plus de temps pour les questions-réponses. Donc la question qui nous est posée et qui m'est posée, c'est de savoir si ce régime d'interdiction des armes biologiques est toujours opérant. Et est-ce qu'il est en 2021 adapté pour relever les défis liés aux biotechnologies? D'abord, il faut revenir à la lettre de la Convention, mais très brièvement, mais je pense que c'est important. Qu'avons-nous à notre disposition et quel est le régime actuel? Donc le régime actuel, c'est une convention qui a été signée en 1972, donc il y a presque 50 ans maintenant, une convention d'interdiction qui a été signée dans un contexte géostratégique particulier qui était celui de la guerre froide. Texte d'ailleurs qui a été voulu à l'origine par l'Union soviétique, mais qui avait fait débat préalable à l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis c'était un contexte non seulement géostratégique particulier, mais aussi c'était un contexte économique particulier et scientifique particulier. Il n'y avait pas, en 1972, autant d'entités et d'acteurs qui étaient intéressés par les questions biotechnologiques. Il n'y avait pas notamment une multitude d'entités privées qui s'occupaient de ces questions-là. Il n'y avait pas d'imbrication de ces industries qui est une industrie mondialisée. Il n'y avait pas les réseaux Internet, il n'y avait pas cette fluidité de l'information scientifique et cet dynamisme de la recherche et la découverte biotechnologique à laquelle nous assistons actuellement en 2021. Donc tout a changé depuis 50 ans. Néanmoins, nous avons un instrument, une convention,
qui est très clair dans sa formulation, qui dit que les États s'engagent à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, acquérir, conserver des agents biologiques, quelle qu'en soit l'origine, leur mode de production, le type ou les quantités qui ne sont pas destinées à des fins prophylactiques ou à d'autres fins que pacifiques. Désolé pour les interprètes, c'est un peu long et un peu compliqué, mais c'est la base de la Convention, et vous voyez qu'avec cette formulation, les négociateurs, mes ancêtres, ont voulu interdire un régime d'interdiction globale, sans s'intéresser à une classification fondée sur des catégories de substances qui pourraient être toxiques, comme c'est le cas pour la Convention sur les armes chimiques. Donc c'est une définition ouverte, et on voit bien que nos prédécesseurs ont voulu couvrir tous les agents pathogènes connus à l'époque, mais qui pourraient être découverts dans le futur. Et puis c'est une convention qui, en plus de définir de façon large le champ d'interdiction, propose d'autres dispositions qui sont intéressantes. L'interdiction de transfert d'abord, si vous voulez on y reviendra plus tard, une obligation de développer des coopérations internationales dans le domaine des sciences biologiques à des fins pacifiques, j'insiste, et puis un certain nombre de mécanismes qui sont relatifs à la vérification du respect de cette convention. Et ces mécanismes de vérification, même si ce n'est pas une vérification robuste, loin de là, existent et elle est intégrée dans ce texte. Notamment, l'article 5 dit que lorsqu'un État est partie à cette convention, il s'engage à consulter tous les autres États partis pour résoudre des problèmes quant à l'application de cette convention. Et puis l'article 6 dit qu'un État peut porter plainte auprès du Conseil de sécurité en cas s'il estime qu'un autre pays, un autre État a violé la convention auprès du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que c'est le Conseil de sécurité qui doit constater la violation de cette convention, avec la menace, bien entendu, que vous connaissez du veto possible. Donc c'est une des faiblesses de la Convention, en tout cas telle que l'analyse beaucoup d'observateurs. Alors voilà très très brièvement le cadre général. La question c'est est-ce que ce cadre, est-ce que cette norme doit évoluer, et est-ce que cette norme est opérationnelle? Alors, est-ce qu'elle doit évoluer? D'abord, il faut dire que, et je l'ai dit précédemment, en 72, nous n'étions pas dans la même situation. Les choses ont extraordinairement évolué. Les technologies liées au génome humain sont nouvelles, elles n'existaient pas à l'époque. Et puis, on s'aperçoit que les avancées très rapides en matière biotechnologique ne sont pas uniquement des risques, loin de là, ce sont aussi des bienfaits qu'ils peuvent apporter à l'humanité. Donc il y a dans les questions biotechnologiques une dimension duale extrêmement importante, extrêmement forte, et une dimension de bienfaits pour l'humanité qui prime. Malgré tout, cette multitude d'avancées rapides présente des risques qu'il faut bien entendu prendre en compte dans une perspective de prolifération et de limitation des risques liés à la sécurité internationale. Et puis troisième dimension qui plaide pour une évolution de cette norme et qui plaiderait pour une évolution de cette norme est évidemment la pandémie Covid-19. On a vu que cette pandémie dont tout le monde pense qu'elle est d'origine naturelle, la plupart des scientifiques pensent qu'elle est d'origine naturelle, a quand même un caractère hautement disruptif pour nos sociétés
et que sans conteste, la question biologique est maintenant un enjeu global. Donc c'est flagrant, c'est un exemple flagrant, et donc à ce titre, il est évident que si certains pays avaient des idées d'utiliser des pathogènes à des fins hostiles, nous serions confrontés à des situations semblables à celles que nous connaissons actuellement avec le Covid-19. Alors, voilà, donc tout ça plaide pour une évolution peut-être normative, mais en tout cas pour se remettre au travail au sein de cette convention. Alors, sur le plan normatif, moi je dirais que nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Nous avons, comme je l'ai dit, une définition non fermée et suffisamment large pour couvrir tous ces risques. Nous avons un article 10 qui constitue la base conventionnelle pour la conduite par les États parties de coopération internationale dans le domaine de la biologie à des fins pacifiques, quelles que soient leurs applications. Et si nous utilisons bien cet article 10, nous pouvons accélérer et faire en sorte que l'ensemble de la communauté internationale soit dans une situation de sécurité satisfaisante biologique. C'est un point majeur parce que même sans intention hostile, un accident, une rupture de confinement dans une installation biologique pourrait potentiellement être catastrophique, même sans une intention hostile au départ. Donc nous avons un article 10 de cette convention qui permet ce type de coopération. Et puis, nous avons un article 7 dans cette convention qui est très important et qui dit que en cas d'attaque à l'aide d'armes biologiques, de pathogènes, les États parties ont obligation de se porter assistance en cas d'attaque contre l'un d'entre eux. Cet article 7 ne dit rien d'autre que ça. Et donc il faut nourrir cet article 7 et voir comment le rendre opérationnel. La France et l'Inde, nous avons une proposition en ce sens et si vous le souhaitez, nous pouvons y revenir plus tard. Mais je voulais juste signaler cet article 7 qui est un élément de dissuasion finalement, puisque si les États sont tous obligés de porter assistance contre un acteur malveillant, quel qu'il soit, il est clair que cet article 7, bien utilisé, aurait valeur de clause de sécurité collective et enverrait un signal dissuasif et donc tout aussi important. Donc on voit donc que cette norme permettrait de faire beaucoup et donc que la question est de la rendre opérationnelle. Alors comment faire pour la rendre opérationnelle avec ces normes et comment les mettre en œuvre le plus efficacement possible ? Bon, je dirais que ce n'est pas simple actuellement. Comme je vous ai dit, j'ai moi-même présidé la dernière conférence des États parties à la Convention des armes biologiques en 2019. L'année dernière, il n'y a rien eu parce qu'on n'a pas pu se réunir. Et on voit bien que la difficulté dans cette enceinte, ce n'est pas une difficulté de prise de conscience de l'intérêt de mettre en œuvre cet instrument le plus efficacement possible, mais c'est un problème plus politique, de politisation. Mais moi, mon sentiment profond, c'est que quels que soient les pays et quels que soient les groupes régionaux auxquels ils appartiennent, il y a un intérêt pratiquement très très large à faire en sorte que cette convention soit pleinement utilisée. Il y a tous les ans des réunions d'experts qui rassemblent des centaines d'experts du monde entier dans ce cadre pour échanger de l'expertise scientifique et pour voir où on en est et comment faire au mieux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque biologique intentionnelle. Et pour faire en sorte, et j'aurais dû dire ça au début, de lutter contre le bioterrorisme qui est un danger évident. Et puis il y a régulièrement des exercices de transparence. Certains pays, dont la France d'ailleurs, proposent, c'était une initiative française à l'origine, d'ouvrir nos laboratoires pour montrer ce qu'on fait et pour bâtir la confiance et pour démontrer qu'il y a
d'abord une nécessité de diffuser des bonnes pratiques, un partage d'informations, mais aussi de bâtir la confiance entre nous. Il y a plein d'autres propositions qui viennent de beaucoup de pays destinées à rendre cette convention plus opérationnelle. Mais pour l'instant, comme par exemple une proposition qui vient de l'Allemagne et que je pense qui mérite beaucoup d'intérêt et qui propose d'instaurer un comité scientifique au sein de cette convention, consultatif, qui permettrait de recommander, qui recommanderait aux États partis à cette convention d'adopter des mesures éventuellement supplémentaires pour lutter contre les risques biotechnologiques. Mais il y a plein d'autres propositions qui viennent de beaucoup d'États. Donc il y a un grand dynamisme dans cette convention, il est évident, mais force est de constater que depuis 20 ans, déjà, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord par consensus pour rendre cette convention plus opérationnelle et plus efficace avec des mécanismes précis de coopération, d'assistance ou d'échange d'informations. Pour conclure, je dirais rapidement, je pense que ce Covid va inciter les États à accélérer et à accélérer leurs travaux dans cette enceinte et va nous forcer à faire de sorte qu'il faut à rebâtir la confiance sur les questions biotechnologiques. C'est indispensable parce que nous avons vu avec cette pandémie Covid-19 que le risque est là et que nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe si des acteurs, notamment non étatiques, leur venaient à l'idée d'utiliser des pathogènes ou d'autres d'ailleurs techniques liées au génome humain à des fins hostiles. Ce sont des chantiers qui sont énormes, qui sont considérables et qui doivent être accélérés. Et moi, je suis assez confiant. Il faut surmonter quelques problèmes politiques. Ça, c'est partout pareil. Il faut rebâtir la confiance entre les principaux acteurs et les principaux acteurs qui ont notamment des laboratoires notamment et des industries pharmaceutiques et aussi des capacités pacifiques. Et ça prendra du temps. Mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps, puisque comme toute nouvelle technologie, le problème du désarmement et du droit du désarmement, c'est d'être en phase d'un point de vue, en phase et d'être synchronisé avec les développements technologiques. Et ça, c'est la plus grande difficulté. C'est que nous courons après les développements technologiques, pas uniquement dans les biotechnologies. Nous avons eu l'espace tout à l'heure, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons le cyber. Toutes ces questions nouvelles technologiques, toutes ces nouvelles technologiques nous posent un défi considérable sur le plan normatif parce que créer une norme de désarmement, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et c'est tout l'enjeu, c'est de synchroniser nos travaux avec la rapidité avec laquelle ces développements technologiques évoluent. Voilà, désolé Monsieur le Président, Stéphane, j'ai été un peu long, je crois, mais je pense que je voulais essayer de cadrer le débat le plus rapidement possible et le plus synthétiquement possible. Et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Can I thank the Ambassador for a very comprehensive Merci, Excellence, pour cet exposé très complet. Je vais à présent demander à Madame Nexon de nous présenter son exposé relatif aux applications pacifiques et à son rôle, à leur rôle de prévention, après quoi nous passerons à un débat à bâton rompu. Et messieurs les parlementaires. Donc, je vais parler très rapidement des aspects bénéfices et surtout risques et menaces liés d'une part aux biotechnologies, entendues comme les méthodes et techniques qui vont utiliser des organismes vivants ou alors des parties de ceux-ci, et éventuellement en élargissant le débat à la biologie de synthèse qui va correspondre à la combinaison entre les concepts de la biologie des systèmes avec ces mêmes biotechnologies. Je pense, Monsieur Sachs, que vous préférez passer le PowerPoint.
Merci. Donc, ce sera... Donc, nous en sommes à la slide numéro 2, s'il vous plaît. Donc, je vais peut-être commencer en attendant, en soulignant que tout l'enjeu pour ces biotechnologies, c'est qu'elles sont certes sources de risques et menaces, mais avant tout, comme on a pu le voir notamment de manière éclatante dans la gestion de la crise de la pandémie, elles offrent des potentialités significatives dans de très nombreux domaines. Alors dans la santé, ce qui paraît maintenant évident pour beaucoup de monde, mais également dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'énergie, la science des matériaux ou encore l'environnement. Il y a donc finalement une convergence d'enjeux de nature extrêmement diverse qui explique aussi des fois la difficulté à articuler et à concilier les éléments de prévention et de réponse des risques et menaces, avec notamment des enjeux scientifiques, mais aussi économiques, à partir du moment où il y a des développements industriels et des commercialisations possibles, des enjeux sanitaires par rapport aux risques qui peuvent être liés en cas d'accident par exemple de laboratoire ou de résultats inattendus de la recherche, de risques environnementaux de la même façon, de risques qui sont liés à l'acceptabilité de l'utilisation de ces biotechnologies et donc aux enjeux éthiques, de même que des enjeux sécuritaires, et on va revenir sur cette question-là un peu plus longtemps. Alors, je ne vois pas la présentation. Je voulais juste mentionner à propos de ces risques et menaces pour illustrer que dès 2002, on a eu pour la première fois la réalisation par assemblage de séquences d'ADN d'un virus, du virus de la polio. Ces séquences d'ADN avaient été commandées tout simplement par la Poste. Merci. Et il a fallu à peu près 2 ans à l'équipe pour reconstruire ce virus. Beaucoup plus récemment, en 2017, il y a eu une équipe de chercheurs canadiens qui a réussi à reconstituer un virus de la famille des pox, c'était le horsepox, donc dans la lignée de 2002, mais on voit que le coût a été de 100 000 $ canadiens, ce qui fait qu'on a une diminution à la fois du temps nécessaire pour reconstruire ces virus, mais aussi une diminution très significative du coût. Et de la même façon, ces travaux ont pu être faits par commande par la Poste de séquences d'ADN. Donc on voit toute la problématique de la possibilité de commander à des entreprises qui font à façon de la production de séquences d'ADN, dont certaines peuvent être problématiques, même s'il y a désormais des méthodes de screening, elles ne sont pas forcément systématiquement appliquées. Et enfin, le dernier point que je voulais signaler et illustrer par ce schéma, c'est toute la problématique du do-it-yourself biology, dont on entend beaucoup parler, mais qui est aussi extrêmement difficile à appréhender en termes de capacité et de risques et menaces posés. En fait, c'est une communauté qui est extrêmement hétérogène. Les risques sont probablement assez surévalués, mais en même temps, de par cette hétérogénéité, on voit qu'il est toujours possible, on ne peut pas écarter la possibilité soit d'un accident, soit d'un usage malveillant. De la même façon que ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, on voit qu'il y a une diminution des coûts extrêmement significative avec la possibilité, à partir d'achats, y compris sur eBay, de recréer un laboratoire dans son garage, si on peut dire. Je vous remercie. Slide suivante, s'il vous plaît.
Merci. Donc l'Inter-Academy Partnership, c'est-à-dire avec le réseau des académies des sciences, a évalué les rapports bénéfices et risques des biotechnologies, avec d'une part dans le domaine de la santé tout ce qui conduit à l'amélioration des capacités de prise en compte de ces maladies, avec notamment la possibilité d'améliorer les outils eux-mêmes permettant d'étudier les caractéristiques des hôtes et des cibles, le développement de nouveaux traitements, et notamment la thérapie génique dont on entend de plus en plus parler, avec une évolution vers la médecine individualisée. Tout ce qui est amélioration des connaissances relatives aux mécanismes de résistance au traitement, ce qui est d'autant plus important avec le développement des résistances aux antibiotiques. Et enfin, le développement de matériaux biologiques alternatifs à ceux qui posent des risques de prolifération, justement pour éviter de faciliter l'accès à ces substances en les remplaçant. À côté de toutes ces perspectives, il y a des risques et menaces qui ont été identifiés, comme le fait que ces biotechnologies pourraient servir à camoufler le fait qu'un agent ait fait l'objet d'édition du génome, et ça c'est une véritable problématique, parce qu'il faudrait arriver à prouver que l'obtention d'un tel génome n'est pas due à des mutations naturelles, mais résulte d'une action déterminée et donc humaine. La possibilité d'obtenir de nouveaux types d'agents, par exemple par forçage génétique, c'est-à-dire en introduisant une séquence génétique qui va faire en sorte qu'un gène s'exprime quasiment systématiquement, ce qui ne serait pas forcément le cas dans la nature. L'ajout de fonctions à des agents existants, par exemple en termes de résistance aux antibiotiques ou de virulence. La conception d'agents militarisés avancés, la production d'agents, par exemple par biologie de synthèse, avec par exemple la recréation d'agents qui n'existent plus, comme celui de la variole, même s'il est encore conservé dans des laboratoires au niveau mondial, ou alors même la création d'agents c'est-à-dire de nouveaux agents. Enfin, il peut y avoir la modification des caractéristiques de la cible, par exemple sa résistance. Je vous remercie. Prochaine slide. Donc en résumé, on voit qu'un certain nombre de tendances se dessinent, avec notamment les phénomènes de convergence scientifique et technologique, notamment entre la chimie et la biotechnologie. Donc il faut considérer les potentialités, mais aussi les risques et menaces représentés par les biotechnologies dans un contexte plus vaste, et notamment de convergence, ce qu'on pourrait dire NBIC, donc avec les nanotechnologies et combinaison aux technologies de l'information notamment. On voit qu'il y a une amélioration très significative des connaissances dans le domaine des sciences de la vie, et en particulier sur les processus biologiques. Il y a aussi une accélération et une intensification de la dissémination des connaissances, mais aussi des savoir-faire et des capacités, avec une augmentation du niveau de l'éducation et une augmentation des flux de biens à la fois tangibles et intangibles. À cela, on peut rajouter le rôle des médias et la perception par la société, avec tous les risques de mésinformation et de désinformation. Et donc les exemples d'avancées qui peuvent présenter un risque du point de vue des technologies, ce sera en particulier la meilleure compréhension de mécanismes d'action et d'effets d'agents chimiques, permettant par exemple de les sélectionner en fonction de leur toxicité, ou alors pour les agents biologiques en fonction de la pathogénicité ou de leur virulence par rapport à un organisme cible. Donc il a mis au point de ces agents, en particulier par exemple pour tout ce qui est toxines et biorégulateurs, ou encore l'amélioration des technologies de production, notamment avec des processus à médiation biologique pour la fabrication de produits chimiques ou la synthèse de systèmes biologiques. Et enfin, il y a l'amélioration des techniques de dispersion ou d'administration ciblée qui peuvent à la fois servir d'un point de vue médical, mais aussi en cas finalement d'agression. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc finalement, quand on considère les biotechnologies, le problème, c'est avant tout la problématique beaucoup plus large du double usage, avec des usages à la fois civils et militaires, avec des usages bénéfiques et un risque de détournement à des fins intentionnelles ou malveillantes. Et ça va concerner à la fois ce qui est biens, équipements, technologies, agents pathogènes eux-mêmes, mais aussi tout ce qui est savoir-faire immatériel ou intangible.
Et la question des analyses de risque se pose avec des fois des différences assez significatives entre les pays, comme par exemple s'agissant de CRISPR-Cas9, dont on entend très souvent parler, il y a par exemple une différence entre l'analyse américaine il y a quelques années ou l'analyse qui a pu être faite au niveau du Conseil national consultatif pour la biosécurité français, avec pour le côté français, plutôt la conclusion qu'en l'état de l'art, CRISPR-Cas9 ne permettait pas d'accroître fondamentalement le risque de prolifération des armes biologiques et ne représentait pas un saut technologique majeur, tout en soulignant qu'il fallait bien sûr continuer à suivre d'extrêmement près les développements. Il y a également le fait que se retrouvent des acteurs d'horizons extrêmement divers, donc avec des compréhensions diverses à la fois des enjeux de sécurité et des enjeux scientifiques. Il y a aussi une multiplication des acteurs qui sont impliqués dans la recherche et le développement des biotechnologies. Et notamment, on peut citer la multiplication des sociétés privées capables de produire à façon des séquences d'ADN susceptibles de présenter un risque en termes de prolifération, parce que ça représente un enjeu spécifique de contrôle. On peut également souligner le risque de déterminisme technologique avec finalement le risque de surévaluer la menace et surtout par rapport au fait qu'il peut y avoir un panel de menaces plus large et ça pourrait conduire à finalement passer à côté de menaces émergentes. Et c'est tout l'enjeu d'arriver à distinguer et à évaluer finement le risque posé, qui est un risque extrêmement évolutif en fonction des évolutions scientifiques et de la société. Et donc il y a une évaluation à réviser périodiquement, donc nécessitant de pouvoir recruter les acteurs du monde scientifique et académique les plus pertinents à cette fin. Je vous remercie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme l'a mentionné l'ambassadeur Wang, il y a aussi la nécessité de voir finalement l'impact de la pandémie de Covid-19 et probablement l'impulsion que celle-ci va donner en termes de lutte contre la prolifération des armes et des menaces biologiques. Parmi les tendances marquantes, on peut remarquer une intensification des échanges d'informations et des coopérations scientifiques qui est extrêmement bénéfique du point de vue de la recherche et de la santé et qui n'aurait pas, il n'aurait pas été possible d'obtenir de tels développements, par exemple pour la vaccination, sans celle-ci. Mais à la fois, elle pose également des risques en termes de sécurité, étant donné notamment que beaucoup de scientifiques ne sont pas forcément sensibilisés aux questions de sécurité et de défense. Et même parfois aux enjeux économiques qui peuvent être liés à ces questions-là. Il y a également la mise en ligne extrêmement rapide d'articles avant relecture par les pairs et on peut renvoyer à la question du H5N1 et des publications sur tout ce qui était recherche avec gain de fonction, avec le risque que des publications pouvant s'avérer contribuer à la prolifération soient mises en ligne. Elle a également mis en lumière cette pandémie l'enjeu des transferts de technologies avec à la fois des tensions et ensuite un risque lié à la diffusion de ces capacités de façon extrêmement large. La promotion des biotechnologies au service de la santé apparaît comme essentielle, mais souligne également des enjeux de résilience nationale et de souveraineté technologique qui sont extrêmement forts. Comme après l'envoi des lettres au charbon en 2001, on remarque qu'il y a une multiplication des acteurs et des infrastructures au niveau international qui sont impliqués dans les programmes de recherche et développement, avec tout le côté bénéfique et en même temps tous les risques, étant donné que les situations en termes de réglementation et de capacité de sécurité biologique peuvent être extrêmement variables d'un pays ou d'une structure à l'autre.
Il y a également un renforcement d'une tendance qui était déjà identifiée par ailleurs avec l'essor du big data dans le secteur pharmaceutique, ce qui signifie une augmentation des partenariats entre les acteurs de santé et les acteurs du numérique, et donc qui rend encore plus complexe la question des mécanismes de prévention, puisqu'on a des acteurs qui viennent d'horizons encore plus variés et donc qui sont parfois encore moins sensibilisés à certains pans des risques et menaces biologiques. Et enfin, il y a une menace cyber à mieux prendre en compte dans le monde académique et dans le secteur pharmaceutique, que ce soit en termes de lutte contre l'espionnage, de déstabilisation ou de perturbation, par exemple des chaînes de production. Je vous remercie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, toutes ces questions posent la question de savoir comment mettre en place une gouvernance adaptée avec un spectre qui va de l'autogouvernance à la mise en place d'instruments multilatéraux contraignants, en passant éventuellement par le moratoire. Alors l'autogouvernance, ça va recouvrir tout ce qui est mis en œuvre par les scientifiques eux-mêmes, ce qui nécessite forcément une sensibilisation de ceux-ci, avec par exemple le développement de codes de conduite, l'application volontaire de mesures, ou également par les industriels. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour tout ce qui était sociétés privées produisant des séquences ADN, qui ont décidé de mettre en place des mécanismes de screening de ces séquences pour éviter l'envoi de séquences qui pourraient servir par exemple à des acteurs non étatiques dans le cadre d'une recherche de développement d'armes biologiques. Le problème, c'est qu'avec la multiplication de ces sociétés, il est de plus en plus difficile de contrôler ce qu'elles font. À l'autre bout du spectre, il y a l'instrument multilatéral contraignant qui pourrait être nouveau, mais il y a surtout, comme l'a mentionné l'ambassadeur Wang, toute la possibilité offerte par la Convention, par exemple, d'interdiction des armes biologiques, en veillant et en imaginant comment la renforcer sur les aspects qui nous préoccupent. La question du moratoire, celui-ci étant devenu quasiment impossible étant donné la multiplication des acteurs à l'heure actuelle. Prochaine slide, s'il vous plaît. On voit que c'est une problématique à intersection entre la santé, la sécurité et la défense, entre autres, et donc de nombreux instruments peuvent être concernés, que ce soit des traités internationaux contraignants ou des initiatives informelles. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et en complément de la Convention d'interdiction sur les armes biologiques, je vais juste faire un focus sur la résolution 1540 de 2004 et les suivantes, qui est axée plus spécifiquement sur la prise en compte de la menace représentée par les acteurs non étatiques par rapport à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Et donc qui, par comparaison avec la Convention, va spécifier un certain nombre d'items permettant de renforcer finalement les mesures de mise en œuvre nationale, avec notamment la législation, la mise en place de dispositifs de contrôle, les mesures de protection physique par exemple. Prochaine slide s'il vous plaît. Je voulais insister plus particulièrement sur le domaine de la recherche, avec notamment une problématique qui intéresse au plus haut point dans le cadre des laboratoires de recherche, donc utilisant les biotechnologies, avec la question des enjeux de sécurité et de sûreté biologique, avec 4 grands finalement domaines d'enjeux ou d'actions. Alors d'une part, la question des infrastructures physiques et des systèmes informatiques, avec la possibilité de renforcer la protection physique et le contrôle des accès, mais aussi la nécessité de mieux prendre en compte pour un certain nombre de ces structures la dimension menace cyber, avec les possibilités, les risques d'espionnage et de sabotage, et à ce niveau de sensibiliser les chercheurs qui n'ont pas forcément tous la même culture cyber. Il y a les acteurs eux-mêmes, donc qui avec tout l'enjeu d'arriver à sensibiliser et former les responsables de laboratoires et les chercheurs sur les questions non seulement de sécurité biologique, ce qui est en général assez largement fait, même si ça reste très hétérogène au niveau international, mais également sur les questions de sûreté biologique dans le contexte plus vaste de la gestion des risques biologiques au laboratoire. Et sur le long terme, il s'agit non seulement de développer, mais d'arriver à maintenir une culture de sécurité biologique, avec par exemple ces formations, les codes de conduite ou les exercices avec retour d'expérience, un petit peu finalement sur le modèle de ce qui peut se faire dans le nucléaire.
quand on considère la recherche biologique qui peut avoir un usage dual, la première question peut être tout simplement de considérer l'objet de la recherche avant de considérer la méthodologie et d'analyser dans un premier lieu les risques qu'elle pose afin de déterminer tout simplement s'il s'agit d'une recherche duale dans un premier temps, mais également si elle est justifiée par rapport aux résultats attendus afin de savoir s'il convient de s'engager dans cette recherche ou s'il n'est pas possible d'utiliser une méthodologie alternative représentant moins de risques. Et enfin, il y a la question du suivi de la recherche. Plus généralement, la recherche repose sur l'acquisition et la diffusion de connaissances et de savoir-faire. Et à ce niveau-là se pose la question de la prévention des risques liés à la diffusion de certaines connaissances et savoir-faire qui pourraient être proliférants, avec notamment la sensibilisation sur la façon de publier et d'échanger dans les colloques, mais aussi dans les cadres des coopérations internationales ou des échanges scientifiques entre chercheurs. Et enfin, la dernière question que je voulais aborder, c'était la question de la surveillance des bases de données répertoriant les gènes des agents pathogènes, avec par exemple la question de savoir s'il faudrait mieux suivre et contrôler qui se connecte sur ces bases de données. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc en conclusion, finalement, tout l'enjeu est d'arriver à promouvoir les échanges et les coopérations internationales à des fins pacifiques, tout en préservant les intérêts économiques et la sécurité. Toute la difficulté, c'est qu'il existe des disparités extrêmement grandes entre les États, que ce soit en termes d'enjeux nationaux, avec les questions de sécurité qui peuvent être reléguées au second plan en fonction par exemple des impératifs de santé publique ou tout simplement alimentaire par exemple, mais aussi une très grande disparité en termes de réglementation, de ressources humaines et financières, ce qui va avoir des répercussions sur tout simplement les capacités, sur les infrastructures elles-mêmes, sur les équipements, mais aussi les capacités de mise en œuvre des mesures de sécurité et sûreté biologique, de contrôle ou encore d'audit. Donc en conclusion, finalement, il y a un certain nombre de grands axes qui se dessinent quand on réfléchit aux biotechnologies, avec en premier lieu la nécessité de promouvoir les échanges et les coopérations scientifiques, mais aussi de renforcer la transparence qui a été mentionnée par l'ambassadeur Wang, et en particulier s'agissant des laboratoires de recherche. Il s'agit donc de sensibiliser, de former, mais aussi de réglementer et contrôler, donc avec d'une part une approche reposant sur l'adhésion et de l'autre sur le contrôle. La nécessité d'être en mesure d'évaluer régulièrement les risques et menaces et donc d'associer les personnalités que ce soit du monde académique, scientifique ou plus largement administratives compétentes, la capacité de surveiller et détecter les incidents, y compris avec la détection des signaux faibles, et une fois qu'un incident survient, la capacité de réaliser des investigations scientifiques où on voit qu'il reste en fait de grands enjeux malgré toutes les avancées qu'il y a eu ces dernières années. Finalement, arriver à qualifier un incident en identifiant s'il est d'origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle reste extrêmement compliqué, sans aller en plus jusqu'à l'imputabilité en cas d'implication humaine. Parmi les 3 points que je souhaitais mettre en avant, c'était l'importance du soutien à la recherche et à l'innovation, que ce soit dans le cadre des coopérations scientifiques, mais aussi pour le développement des moyens de surveillance et de détection, mais aussi d'investigation. L'importance que pourrait avoir la mise en place de façon plus systématique, parce que la plupart des pays d'ailleurs n'en ont pas, de système de déclaration des incidents et accidents en laboratoire, que ce soit afin d'améliorer la sensibilisation et la formation, mais aussi d'aider à détecter tout événement anormal, et donc ce qui permettrait d'organiser la réponse. Et enfin le rôle du renseignement avec dans cette dimension peut-être des fois la difficulté d'associer, étant donné que ce sont des sujets extrêmement pointus et complexes, des personnalités scientifiques qui ne sont pas forcément en prise avec le monde du renseignement d'habitude. Je vous remercie. Can I thank you for that presentation.
Merci beaucoup pour cette présentation. Stéphane, est-ce que nous avons des personnes qui souhaitent intervenir? Nous avons Léona Alcep du Canada. Léona, je vous donne la parole. Yes, I would. Thank you very much. Merci beaucoup et merci à nos deux intervenants. C'était des présentations incroyables. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et complexe. Et le fait de pouvoir ventiler cela pour qu'on puisse être conscient le plus possible des enjeux, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Ce que vous avez souligné, c'est qu'avec beaucoup d'opportunités, de potentiel, nous avons aussi des risques. Et parmi ces risques, il est important de s'assurer que nous arrivons à bien gérer la conversation sans exagérer le risque, mais sans le sous-estimer non plus. Et en tant que membre de Parlement, législateur, nous avons une responsabilité qui est de gérer ce débat, cette réflexion, et d'établir des moyens de contrôle, des lois en place. Et j'étais en train de me demander si vous pourriez nous donner des idées qui concernent plutôt l'aspect pragmatique. Par exemple, dans quel domaine nos législations, nos règlements ne sont pas à un niveau suffisant? Et selon vous, quels sont les domaines les plus importants de contrôle sur lesquels nous devrions mettre l'accent? À titre d'exemple, moi je pense au contrôle des exportations ou par exemple contrôler les capacités de certains laboratoires et certains des virus qui sont étudiés dans ces laboratoires. Mais il ne s'agit que de ma propre perspective en tant que non-experte. Donc j'étais en train de me demander peut-être que si vous deviez formuler des recommandations pour des députés, quels sont les 2-3 domaines clés sur lesquels il faudrait qu'on mette l'accent pour avancer rapidement et gérer et atténuer certaines de ces avancées rapides dans le développement des armes biologiques et des technologies que nous sommes en train de voir. Merci. Merci. Je pense que nous avons aussi une question de Philippe. Philippe, would you like to ask your question? Philippe, je vous donne la parole. I don't see him. No, he comes. Ah, il revient. Pardon pour ces éléments techniques. Merci, ma chère Léona, et je voudrais m'inscrire dans ton propos. D'abord, remercier nos deux intervenants pour l'excellence de l'exposé et le caractère impressionnant, même vertigineux, de ce que nous avons entendu. Et m'inscrire dans ce que tu viens de dire, ma chère collègue canadienne, sur, rappelons-nous, nous avons signé au sein de la paix OTAN un rapport qui était présenté par notre ancien collègue Tom Marino sur la nécessité, probablement pour nous, de limiter l'accès à certaines technologies aux puissances, aux pays qui ne les avaient pas encore, et cela ciblait la cybersécurité et la cyberdéfense. Probablement devrions-nous ressortir ces travaux que nous avions faits et votés, je crois que c'était à Bucarest en 2017, pour étendre cette question de la limitation de circulation de certaines technologies aux biotechnologies, comme tu le suggérais, ma chère collègue, et peut-être que nos deux spécialistes peuvent venir compléter nos savoirs, nous guider dans ces choix-là. Merci. Le président revient. Right, thank you. Would you like to, who would like? Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Monsieur l'ambassadeur? Oui, merci beaucoup pour ces deux questions. Oui, c'est tout à fait vertigineux. Tout le monde en a bien conscience. Et je crois que bon, cet épisode Covid-19 souligne à quel point nous rentrons dans un domaine vertigineux.
Bon, les deux questions sont extrêmement vastes, hein. Moi, je vais peut-être l'aborder sous un angle droit du désarmement, puisque c'est ça ma spécialité, c'est là sur lequel je travaille. Et pour ça, je mentionnerai peut-être puisque nous sommes en France virtuellement, je mentionnerai un juriste français que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alain Supiot, et qui disait que le droit, c'est une technique qui sert à humaniser la technique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, nous sommes entourés de technologies. La technologie est partout. La biotechnologie est quelque chose de nouveau et d'extrêmement fascinant. L'homme développe des technologies, mais interdire des technologies n'a aucun sens. La technologie, c'est jamais bien ou mal, c'est toujours les deux. C'est-à-dire que la technologie, lorsqu'elle est détournée à des fins hostiles, elle devient négative. Mais elle n'est jamais, par essence, bien ou mal. Elle est les deux. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment le droit, qu'il soit le droit international du désarmement ou le droit national, prend à bras le corps la question de la technologie. Vous voyez comment elle la régule, la technologie. Hein. Et il y a différentes façons de faire. Alors, dans le passé, nous avions fait plein de choses pour réguler la technologie, mais plus ou moins dans son emploi et pour faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée à des fins hostiles. Je veux juste, excuse-moi, on a peut-être 5 minutes, mais prendre un exemple très concret. Et ensuite, je reviendrai aux biotechnologies, et qui m'est aussi soufflé par Alain Supiot. Au 19e siècle, lorsqu'il faisait nuit, nous n'avions pas d'autre choix la nuit que de dormir. Nous ne travaillions pas la nuit. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais nous dormions. Et tout d'un coup est arrivé l'éclairage public, avec le gaz et l'électricité, puis l'électricité. Et très très vite, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que des enfants, des femmes, des hommes allaient travailler dans des mines de charbon. Et puis on ouvrait les usines la nuit et jour, vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas interdit l'électricité et le gaz. Bien entendu qu'on n'a pas interdit l'électricité et le gaz. On a inventé le droit social, le droit du travail. Bon, pour revenir aux biotechnologies, c'est pareil pour les biotechnologies, c'est pareil pour l'espace, c'est pareil pour le cyber, pour l'intelligence artificielle, nous n'allons jamais interdire ça. Donc nous allons essayer de mettre en place des coopérations internationales, puisque maintenant tout ça se joue dans un espace complètement mondialisé, pour avoir de la transparence, de la régulation, et pour faire en sorte que les entités qui travaillent sur ces nouvelles technologies soient bien conscientes qu'il y a des risques de détournement. Mais il n'est pas question, bien entendu, de stopper le développement scientifique et technologique. Et donc ça prend du temps, et ça nécessite de concevoir des nouvelles normes, des nouvelles façons de créer du droit, vous voyez? Et c'est ça toute la difficulté du droit et de la mise en œuvre du droit. Et pour ça, on a des difficultés parce que le droit national ne suffit pas, certainement pas, il est très important. Et je reviens à la question de Madame Aleslev, qui d'ailleurs a fait un excellent rapport, vraiment je la remercie, je l'ai lu avec grand intérêt. Donc le droit national ne suffit pas, il est très important. Il faut absolument qu'il y ait des coopérations internationales renforcées, et que toutes les entités, les organisations internationales qui travaillent sur ces domaines travaillent en liaison. L'OMS, les EPISOTI, l'OCDE, c'est une question extrêmement complexe, mais qu'il faut prendre à bras le corps, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma présentation, dans un délai réduit, parce qu'il faut faire vite, vous voyez, il faut faire très vite. Et c'est ça toute la difficulté. Pardon, j'ai peut-être été un peu abstrait, mais c'est comme ça que je voulais aborder, que je souhaitais répondre à cette question. Madame Nexon. Je vous remercie. Je mettrai peut-être 4 points en avant. Peut-être la question de la surveillance des bases de données avec les séquences d'ADN, et de même que celle de la production à façon.
voir comment il est possible de mieux non seulement surveiller, mais contrôler. La question aussi de renforcer la transparence au niveau des laboratoires de recherche, parce qu'on se focalise beaucoup sur les laboratoires de niveau 4, mais il y a également la problématique des laboratoires de niveau 3, et plus largement donc de la surveillance de la recherche. Les perspectives de renforcer tout ce qui est, ou tout simplement mettre en place tout ce qui est détection et remontée obligatoire d'informations en cas d'incident ou d'accident de laboratoire, ce qui n'est pas fait systématiquement. Le Canada fait partie par contre des pays qui ont mis en place un tel système. Et puis enfin, peut-être rendre obligatoire de façon beaucoup plus systématique la formation en matière de sûreté biologique pour les personnels de laboratoire de différents niveaux, parce que ce n'est pas encore fait de façon assez intense, voire ce n'est pas fait du tout. Et enfin, dans le cadre actuel, on voit qu'il y a énormément d'échanges. Finalement, insister sur tout ce qui est, comme l'a dit l'ambassadeur Wang, coopération internationale, afin d'accompagner finalement les développements pour limiter les risques de détournement, mais aussi d'accidents. Et ça, en tenant compte des différences de ressources qui peuvent être considérables et des différences de culture entre les pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le président Kevin Jones va... We have another one. We have Kamil. Thank you. Nous avons une autre demande d'intervention. Oui, encore une demande d'intervention. Donc, je vous en prie. Monsieur Sindia, vous avez la parole. Monsieur Sindia, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup pour vos exposés. C'était très éclairant pour moi. J'ai une question que j'aimerais vous poser. C'est la question suivante. Par exemple, les vaccins contre la Covid-19, il y a eu 3 phases. Il y a 3 étapes avant que la vaccination puisse être diffusée au sein de la population. Donc il y a des procédures à respecter pour garantir la sécurité de nos populations. Quand on utilise ces matériaux biologiques, on est en train de changer l'ADN de ces matériaux pour parvenir à ces vaccins par le biais d'organismes génétiquement modifiés qui sont un sous-produit de cette évolution biotechnologique. Donc, bien entendu, il y a des risques liés à cette évolution. Mais en mettant à la disposition ces moyens à la population, ces organismes ou ces produits génétiquement modifiés, est-ce que vous pensez... En fait, j'essayais de trouver quels étaient les antidotes à l'existence de ces technologies de guerre qui utilisent la biotechnologie. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que la biotechnologie peut être un élément positif pour le développement humain et qu'il ne s'agit pas uniquement là d'une menace, mais aussi d'un atout pour l'avenir de l'humanité? Donc, comment est-ce que l'on détermine, comment est-ce qu'on établit l'équilibre entre risques et avantages liés à l'évolution de ces biotechnologies? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la question. Très rapidement, mais je laisserai Elisan de répondre parce que je ne suis pas l'expert biologique, mais
Moi, il me semble que jusqu'à assez récemment, la plupart des experts de sécurité et de prolifération estimaient que le risque biologique était assez faible, précisément parce qu'un pathogène diffusé de façon, j'allais dire, dans la nature, pouvait revenir et affecter celui qui avait été à l'origine de cette diffusion. Donc une arme qui n'atteint pas son objectif militaire, mais qui peut se retourner contre celui qui l'a utilisé, est évidemment pas souhaitable. Donc c'est pour cela qu'on estimait tous les experts de la prolifération que le risque était assez faible de développer ce type de capacité. L'absence de pouvoir contrôler en fait le pathogène. Maintenant, je crois qu'on entre dans une phase un peu différente, puisqu'avec le clonage génétique, par exemple, la recombinaison de l'ADN, il est possible de créer a priori des capacités qui soient plus discriminantes, plus difficilement détectables, donc à la limite qui pourrait présenter un intérêt militaire plus important. Donc ça, c'est une préoccupation, bien entendu, le clonage génétique ou la modification de l'ADN. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert, mais ce qui nous conduit à dire que, évidemment, si c'est le cas, nous devons redoubler de vigilance dans le cadre de la Convention d'interdiction sur les armes biologiques, mais aussi lorsqu'il s'agit de renforcer nos coopérations, notamment pour lutter contre le risque de bioterrorisme. Merci beaucoup. Elisande, vous voulez répondre? Elisande, est-ce que vous souhaitez répondre? Ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur, c'est effectivement une question qui est extrêmement importante d'arriver à faire cette balance entre le côté bénéfique et on voit que désormais il serait impossible de s'en passer et les risques et menaces et notamment d'arriver à les évaluer à leur juste mesure parce qu'il y a une tendance sans doute à la surévaluation et en même temps il n'est pas possible de les écarter complètement. En tous les cas, c'est pour ça que, quels que soient les mécanismes de prévention de ces menaces, il s'agit de ne surtout pas entraver les développements de la recherche, que ce soit dans la santé, l'environnement ou l'énergie. Quand on parle d'agents qui vont être génétiquement modifiés, il y a notamment en fait le fait que si on cite très souvent le risque d'augmenter par exemple la virulence ou d'introduire de nouvelles fonctions comme la résistance aux antibiotiques, en général, le problème c'est que, ce n'est pas un problème, ces agents pathogènes deviennent plus fragiles que ceux qu'on rencontre dans la nature. Et à ce niveau-là, c'est là qu'il peut y avoir peut-être une surévaluation de la menace. Mais il s'agit surtout en fait d'arriver à éviter tout déterminisme technologique justement pour ne pas passer à côté d'autres menaces ou pour ne pas se priver de développement bénéfique. Merci beaucoup. Le président de la commission va nous joindre bientôt. Pour le moment, je ne vois pas d'autres qui a posé une question. Can I thank the ambassador and J'aimerais remercier monsieur l'ambassadeur et madame Nexon pour vos exposés extrêmement stimulants et merci aussi pour vos questions. C'est un domaine qui va de plus en plus faire partie de notre sphère de travail et nous n'y aurions sans doute pas autant pensé avant la pandémie. Et merci à tous les deux pour vos excellents exposés. Alors permettez-moi maintenant de passer à la dernière table ronde avec un exposé de John Michael Strodal, le nouveau directeur du CSO de l'OTAN, le Bureau de soutien à la collaboration,
qui va nous parler du rôle du CSO dans le cadre des coopérations développées par l'organisation de l'OTAN au service de la science et de la technologie. Donc, vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bonjour à vous tous et merci pour votre invitation. C'est un honneur et un grand plaisir de participer, du moins virtuellement, à vos travaux au nom du Bureau du soutien à la collaboration qui fait partie de l'organisation de l'OTAN au service de la science et technologie. C'est à Paris. J'assume mes fonctions de directeur uniquement depuis hier, donc voilà, c'est mon deuxième jour aujourd'hui et vous êtes les premiers à qui je peux souhaiter la bienvenue au sein de notre formidable organisation. Donc, je suis ravi d'avoir avec moi le docteur Tim Povic de mon équipe avec moi, ainsi que M. Nikopos à Bruxelles. Première diapositive, s'il vous plaît. Je pense que la science et la technologie ont joué un rôle majeur au cours des 250 dernières années, en conduisant la modernisation de nos sociétés et en conduisant à une meilleure condition de vie pour la plupart des habitants sur la planète à travers des investissements majeurs dans la science et technologie et dans la recherche et le développement. L'Occident assumer une position dominante dans ce secteur et l'a utilisé pour sécuriser, développer et faire la promotion de ses valeurs communes et de son mode de vie. D'un point de vue de la défense et de la sécurité, l'OTAN a été un pilier de ces efforts et a pu s'appuyer sur une avancée technologique pour parvenir à ses besoins. Au dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à maintenir cette avancée technologique de l'Alliance. Nous reconnaissons tous qu'il s'agira d'un défi. Donc pour moi, il est tout à fait opportun que nous puissions échanger aujourd'hui avec vous, la Commission des sciences et des technologies. C'est une bonne façon de commencer mon nouveau mandat de 3 ans, car vous avez la possibilité de faire une différence réelle. Je vois une ligne directe entre vos rapports directs sur la nécessité de maintenir l'avancée technologique et conserver l'agilité de l'Alliance de 2018 et la volonté de conserver cette avancée et la reconnaissance de toutes les questions de recherche et développement de la science et technologie dans le cadre des débats de l'OTAN à Horizon 2030 ainsi que d'un dernier communiqué du sommet. Il est nécessaire que l'Alliance conserve ses avances par rapport à ses adversaires et développe ces nouvelles technologies et pour pouvoir répondre à de nouvelles menaces, y compris le climat. Dans ce contexte, j'ai 3 points essentiels que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. Le premier point est le suivant. Nous avons un moment Spoutnik maintenant, nous sommes confrontés à un moment Spoutnik une fois de plus, donc nous devons renforcer nos investissements dans la recherche et à la science et la technologie, non seulement les aspects militaires, aussi dans nos universités, dans nos laboratoires civils. Nous devons moderniser nos approches concernant l'innovation et renforcer notre collaboration avec les partenaires. Nous devons dépenser davantage et dépenser mieux. Deuxièmement, notre objectif au CSO de l'OTAN et à l'OTAN en général est de multiplier l'impact des investissements R&D faits au niveau national. Et notre ambition est d'aller encore plus loin. Il est tout à fait avantageux pour nous de mener ces consultations avec vos experts en technologie et en sciences pour savoir comment nous pouvons collectivement mieux collaborer pour faire avancer nos intérêts communs. Troisièmement, nous devons inspirer et motiver nos jeunes pour se lancer dans des études scientifiques, d'ingénieurs, de mathématiques, etc. C'est la seule façon de parvenir à avoir des ingénieurs de très haut niveau et qui puissent participer au réseau STO de l'OTAN et rajeunir ce réseau. La science et
des technologies n'est pas un objectif en soi, mais un facilitateur critique pour développer des technologies de pointe pour assurer un avantage militaire, fournir la sécurité, et la résilience et garantir aussi la prospérité de nos sociétés et protéger la souveraineté de nos démocraties. Alors, j'occupe mes fonctions depuis peu, mais la STO et la CSO ont joué un rôle majeur depuis des décennies pour construire une base dynamique dans mon pays d'origine, et j'ai pu suivre cela de près, notamment depuis 2012, en participant au bureau des conseillers scientifiques, et j'aimerais souligner l'impact majeur du STO en Norvège, en vous racontant cette histoire de mon pays d'origine. Lorsque la Norvège a rejoint l'OTAN en 1992, la base industrielle et technologique dans mon pays était modeste pour dire le moins. En 2019, la Norvège était le quatrième plus grand exportateur de matériel militaire au Royaume-Uni. La Norvège explique maintenant des missiles anti-bâtiments dans le monde entier, y compris vers les États-Unis, la Pologne et le Japon. La STO et la CSO ont joué un rôle majeur pour y parvenir. Prochaine diapositive. Nous avons aussi développé le véhicule autonome sous-marin le plus avancé à usage militaire et civil appelé Hugin dans cet article des Economist de 2018. Le navire norvégien Seaben Constructor, basé à Bergen, qui dispose de 8 de ces véhicules autonomes, a été le véhicule de recensement de surveillance le plus avancé sur la planète, et qui a notamment trouvé un sous-marin argentin qui était porté disparu depuis 1 an. Avec le programme de missiles norvégiens, il s'agissait là des programmes Apollo de la Norvège, ont contribué beaucoup à la sécurité nationale et à la résilience. C'était très important, mais aussi au partage du fardeau à l'OTAN, et aussi ont permis de développer une base technologique et industrielle, notamment dans le secteur maritime, menant à des emplois bien payés dans la recherche, le développement et la production. Cette formule couronnée de succès repose sur 3 ingrédients. Des dirigeants politiques courageux prêts à investir dans la durée dans la science et la technologie, un pool de scientifiques et d'ingénieurs remarquables, et enfin accès direct au pôle de connaissances, notamment par le biais de la STO de l'OTAN, mais aussi grâce à nos alliés proches, l'OCDE et plus récemment l'Union européenne. Ces organisations internationales ont servi de sage-femme à notre développement de politique et pour mettre en place notre cadre institutionnel pour la science et la technologie. Le Conseil des sciences et technologies de l'OTAN, présidé par le conseiller scientifique de l'OTAN, basé au siège de Bruxelles, fournit la vision et la direction d'ensemble de la STO. Les 3 organes exécutifs, le bureau du conseiller scientifique, le Centre pour l'expérimentation navale à La Spezia en Italie, ainsi que mon bureau à Paris, aident à mettre en œuvre cette vision. La STO actuelle a une longue histoire au sein de l'OTAN, et actuellement, elle possède la confiance elle jouit de la confiance d'un vaste réseau de scientifiques. Je suis fier de pouvoir dire que la STO et l'Office de soutien et de collaboration sont les facilitateurs du meilleur réseau mondial de recherche en matière de défense dans le monde. Actuellement, plus de 5000 scientifiques de 46 pays participent à plus de 300 projets de recherche soigneusement sélectionnés qui exploitent les sciences et les technologies pour résoudre de vrais problèmes. La STO mobilise des spécialistes, des scientifiques, de la fonction publique, des instituts de recherche, du monde universitaire et de l'industrie.
ces réseaux et ces contacts permettent d'appuyer les projets dont j'ai déjà pu vous donner quelques exemples. La pierre angulaire de la STO est le programme de travail en collaboration qui décrit et structure la coopération dans ses modalités pratiques. Par exemple, le Royaume-Uni participe à environ 70% du programme de travail collaboratif en matière de sciences et technologies de l'OTAN et, selon ses propres estimations, bénéficie au titre de cette collaboration d'un effet de levier de 10 pour 1. En d'autres termes, le retour sur investissement est le décuple de celui-ci. C'est assez extraordinaire et même si la Norvège n'a pas mené cette évaluation elle-même, elle en a probablement tiré pour sa part un bénéfice encore supérieur. L'établissement de recherche défense norvégien l'a d'ailleurs illustré. L'un de nos scientifiques a participé à un débat classifié au sein de l'OTAN et de sa STO sur l'avenir des armes à énergie dirigée avec les meilleurs experts que le réseau a pu mobiliser. Nous sommes revenus de cet exposé avec des étoiles dans les yeux parce que en 2 jours de rencontres et de discussions, nous avons obtenu des résultats que n'aurait pas permis d'atteindre un programme coûtant plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. J'ai pu faire part de mes conseils sur base de cet apprentissage et de ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de ce séminaire au chef d'état-major général des forces armées norvégiennes. Ces efforts de recherche et de technologie continuent de se développer, ils continueront de se développer à l'avenir. Je ne peux donc que vous encourager à contribuer le plus largement possible aux activités du STO à travers vos scientifiques nationaux. Comment votre pays peut-il tirer le meilleur parti possible de sa participation? Bien, normalement, les sciences et les technologies sont considérées comme des trésors nationaux, sont considérées comme des ressources stratégiques. Le gouvernement, les entreprises privées cachent leurs réalisations aux yeux de leurs adversaires et de leurs concurrents. Il y a peu d'endroits où l'on peut partager ouvertement ses connaissances, ses compétences et ses efforts. La STO est unique par sa capacité à mettre en place ces collaborations. La STO est importante pour les pays, pour nourrir leurs efforts nationaux et internationaux de collaboration technologique. C'est cela qui fait la différence entre la STO et d'autres organisations, et c'est une source de force extraordinaire. La STO offre des opportunités uniques de partage des connaissances. Nos partenariats stratégiques génèrent et accélèrent le développement des connaissances à travers les frontières nationales, par-delà les frontières nationales, et nous contribuons également à la souplesse à travers une coordination renforcée entre alliés, à travers aussi la normalisation et l'interopérabilité. Nous sommes aussi proportionnellement très peu coûteux. Nous représentons 0,004% du budget militaire de l'OTAN. Nous allons continuer de nous investir dans davantage de projets, inviter davantage de partenaires, à élargir notre ouverture et à renforcer notre impact. On décrit souvent les sociétés à partir des technologies qui les caractérisent. La technologie peut être considérée comme une dimension stratégique de la société. Les nouvelles technologies ajoutent une nouvelle couche de compréhension à notre compréhension de la proximité. Les menaces potentielles issues d'attaques numériques ou de cyberattaques sont impossibles à mesurer par la proximité géographique. Ces cyberattaques peuvent être menées depuis les 4 coins du monde. Cela signifie qu'il faut que nous élargissions notre perspective géopolitique. Le rapport de la STC sur l'Asie est un parfait exemple de notre approche. Nous élargissons notre compréhension, nous édifions de nouveaux partenariats stratégiques et nous améliorons notre capacité à gérer les menaces à venir. Le programme de
partenariat pour les EOP, les partenaires nouvelles opportunités de l'OTAN, vise à mettre en place et à renforcer les contributions des partenaires. L'Australie, la Finlande et la Suède sont des partenaires d'opportunités renforcés, partenaires de nouvelles opportunités, comme on dit à l'OTAN. Le Japon s'y est ajouté récemment, même que l'Ukraine. Leur participation aux activités de la STO se font sur un pied d'égalité avec les pays membres de l'Alliance, à moins qu'il y ait une raison impérieuse de ne pas le faire. C'est donc l'exception plus que la règle. La véritable valeur du réseau de collaboration, c'est le dialogue entre les partenaires scientifiques. Vous voyez à l'écran la portée de notre collaboration avec nos partenaires les plus actifs ces 5 dernières années, que ce soit en termes d'ampleur des activités individuelles ou du nombre total de participants. Cela démontre que bien souvent aussi ce sont les partenaires qui sont chefs de file pour des projets. Alors, ce travail en partenariat ne se limite pas aux partenaires nouvelles opportunités, d'autres y participent également. Nos partenaires asiatiques apportent un éclairage géographique important dans ce nouvel environnement géostratégique, mais ils mettent aussi à notre disposition des technologies et une expertise considérable. L'Australie et la Nouvelle-Zélande collaborent depuis bien longtemps maintenant aux activités de STO. Nous bénéficions aussi de la collaboration du Japon, de la Corée du Sud et de Singapour. Le Japon a reçu cette année le statut de partenaire nouvelles opportunités, ce qui devrait permettre d'élargir les contacts à tous les niveaux au sein de la STO. Ces 3 derniers mois, nous avons rencontré des représentants de Singapour et de la République de Corée afin de nous pencher sur les manières de renforcer encore notre dialogue et notre collaboration. Pour l'avenir, il nous semble qu'il n'a jamais été aussi justifié de travailler ensemble. Nous sommes au seuil de mutation technologique sans précédent. Nous avons besoin d'investir davantage dans les sciences et les technologies, dans la recherche et le développement, dans ces domaines, parce que les pays seuls ne peuvent pas réaliser ce changement. Cela va entraîner un renforcement de notre avantage technologique, ainsi que aussi sur la création d'emplois bien payés dans les pays. Investir dans ces programmes de collaboration permet aussi de répartir mieux le fardeau. Conserver notre avantage technologique n'est pas facile, c'est une tâche considérable. Les nouvelles technologies apportent puissance, précision et rayon d'action à nos systèmes actuels de défense. Mais ces évolutions technologiques sont également la première étape d'une nouvelle ère dans le domaine de la défense et de la sécurité, avec de nouveaux systèmes d'armes, de nouvelles stratégies de défense et de nouveaux concepts de sécurité dans des milieux aussi évolutifs, dont l'espace et le milieu cyber désormais. Ça signifie que nous allons devoir accélérer nos investissements dans des programmes à haut risque, dans des technologies émergentes. Nous allons devoir nous appuyer de plus en plus sur les points forts les uns des autres. Personne aujourd'hui ne peut prédire précisément quel sera le rythme et la profondeur des changements, ni par exemple l'impact que les bouleversements climatiques ou la surpopulation peuvent avoir sur nos sociétés. La clé du succès, c'est de renforcer notre communauté de connaissances, d'experts scientifiques et technologiques, afin de rester à la pointe du développement dans le domaine des industries de défense. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, John Michael, pour cet excellent exposé qui souligne l'importance des investissements dans les sciences et technologies et démontre aussi qu'en collaborant, nous pouvons contribuer à renforcer l'alliance au bénéfice des pays qui la composent également. Ce que vous avez dit à propos des partenaires est également très important. Le rapport sur l'Asie me rappelle une visite que nous avons rendue à Singapour il y a 2 ans pour observer ce qui s'y passe dans le domaine du développement scientifique et technologique. Nous allons devoir travailler en collaboration de plus en plus étroite avec nos partenaires asiatiques.
Alors, Nusrat Ghani souhaite intervenir dans un premier temps. Et je pense qu'il y a une autre intervention. Est-ce qu'on peut les prendre en séquence? Léona interviendra ensuite, ou dans un premier temps. Bon, je vais effectivement intervenir en premier. Merci beaucoup pour ce rapport très important et pour tout votre excellent travail. L'OTAN est une alliance. Qui dit alliance dit collaboration. Sinon, il ne peut pas y avoir d'alliance. J'ai une question très pratique à vous poser. En 2018, nous avons constaté que beaucoup de postes à la STO étaient vacants parce que les contributions volontaires nationales, les VNC, étaient insuffisantes. Vous l'avez dit, conserver l'avantage technologique de l'OTAN est absolument essentiel. Cela parce que le travail de la STO est urgent et important face à l'évolution technologique rapide que nous connaissons. Pour ça, il faut avoir le capital humain et les moyens financiers nécessaires à disposition. J'aurais voulu savoir si vous pourriez nous éclairer sur la situation actuelle sur le plan des ressources humaines et des moyens financiers, afin que nous, en tant que parlementaires de l'OTAN, puissions faire pression pour que ces moyens humains et financiers soient effectivement mis à votre disposition pour vous permettre de mener les travaux tout à fait indispensables que vous réalisez en notre nom. Nusrat, est-ce que vous souhaitez intervenir immédiatement? Merci beaucoup, Stéphane. C'est toujours un plaisir d'intervenir après Léona. Elle pose toujours d'excellentes questions. Merci, John Michael. Félicitations pour votre nomination. Je suis impatient de pouvoir vous rencontrer prochainement en présentiel. Je vais rebondir sur la question de Léona. Pour améliorer la qualité et l'intensité de notre collaboration. Je voulais parler des partenaires nouvelles opportunités, des EOP et de leur collaboration avec la STO. Que peut-on faire pour élargir ce cercle et quels sont les critères pour entrer dans le club des EOP? Alors, je suis quelqu'un de très pragmatique. John Michael, vous avez parlé du rôle des femmes dans le domaine des sciences et des technologies. Est-ce que vous avez des informations à propos de la participation des femmes dans votre réseau? Parce qu'il faut toujours balayer dans son jardin. Et est-ce que vous auriez des conseils à nous donner en tant que parlementaires pour renforcer notre base scientifique et veiller à ce que davantage de pays partenaires soient impliqués et à ce que les pays partenaires actuels s'investissent davantage? Merci beaucoup. Merci pour ces questions et pour le rapport de 2018. Comme je l'ai dit, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN a bel et bien un effet, un impact, puisque le CSO s'est restructuré récemment. La nouvelle organisation va voir son organigramme évoluer considérablement. Prochainement, nous avons recruté pas mal de monde et un certain nombre de postes militaires ont été civilianisés, comme on dit, parce qu'il était difficile d'obtenir des détachements de militaires. Et donc, nous avons converti ces postes en postes civils et nous sommes en train de recruter afin de pourvoir ces postes. Merci donc beaucoup pour votre rapport de 2018 qui a apporté ses fruits à Paris. Et nous sommes en train de les cueillir, ces fruits. Vous avez posé une question à propos de la participation féminine aux travaux de la STO. Je n'ai pas de chiffres précis. Nous nous efforçons d'intensifier notre collaboration avec des jeunes chercheurs. Nous essayons d'attirer des jeunes chercheurs dans nos réseaux.
Dans mon pays, la majorité des étudiants qui se spécialisent dans des domaines de technologie essentiels à la défense sont des femmes. Et c'est très encourageant. Aujourd'hui, lorsque nous recrutons, eh bien, nous encourageons les candidats les plus divers et variés à se présenter et nous encourageons en particulier les candidatures féminines. Si vous prenez le rapport des sexes dans ces disciplines scientifiques et spécialisées dans le domaine de la défense, vous constaterez qu'il y a de plus en plus de femmes. Nous avons au sein de la STO toute une série de panels scientifiques sur 14 présidences de groupes techniques. Il y a 5 femmes, ce dont nous sommes assez satisfaits. Nous allons bien sûr nous efforcer d'améliorer encore l'équilibre homme-femme dans notre organisation et dans ses travaux. Pour répondre à la question de savoir ce que nous pourrions faire, ce que vous pourriez faire pour nous, eh bien, tout d'abord, merci pour vos efforts. Je pense qu'il y a un effort encore à faire sur la communication, à la fois interne et externe. Nous devons mieux communiquer sur ce que nous faisons. Pour prendre un exemple en provenance de Norvège, la communication fonctionne. Ça prend du temps, c'est un effort de longue haleine, mais nos historiens des technologies ont démontré que ce sont l'OTAN et l'OCDE qui ont permis l'émergence de notre base technologique et scientifique spécialisée en Norvège. Et donc, le discours est important, la communication. Ensuite, il faut aussi s'atteler à revoir à la hausse les budgets consacrés à la recherche et au développement dans les domaines scientifiques et techniques dans nos pays, et pas seulement dans le domaine de la défense. Ça doit être le cas des laboratoires et universités technologiques. Et quelque chose de très concret, il est important d'avoir des échanges avec les membres de la STO pour avoir des discussions sur ces sujets. Je pense que ce serait très motivant et stimulant. Ça nous permettrait d'avoir de bons résultats à court terme et à moyen terme. Merci. Sorry, thank you, John McKell. I don't think anyone else. Merci beaucoup. Je pense que personne d'autre ne souhaite poser de questions. Stéphane? Ou non? Pour l'instant, je ne vois personne d'autre. Eh bien, merci beaucoup, John Michael, pour cette présentation. Et nous vous souhaitons très bonne chance dans ce nouveau poste. Et j'espère que nous pourrons continuer d'échanger dans les années qui viennent pour renforcer la coopération dans le domaine de la science et de la technologie. Donc, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos panels. Et on m'a rappelé de souhaiter bonne fête nationale à nos collègues canadiens, parce que c'était hier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la visite virtuelle de la Commission Sciences et Technologies en France. Je remercie tout le monde qui ont participé pour leur participation constructive. Et merci notamment à la délégation française. Et tout particulièrement, je souhaite remercier la secrétaire de la délégation française, Aline Bafali, qui a fait tout le travail en coulisses. Et je souhaite aussi remercier les interprètes. Et merci aussi à Stéphane, qui donne l'impression que tout est simple. Donc merci à lui et à son équipe. Je pense que nous avons eu une journée très agréable et j'espère que nous pourrons nous retrouver en personne très bientôt.
Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux membres dans les différentes délégations. Notre commission ne s'est pas encore vue en personne. Et je pense que tout le monde attend avec impatience le moment où nous allons nous revoir. Merci à tous. Et je souhaite à tous de très bonnes vacances cet été. J'espère que nous pourrons tous nous reposer pour nous revoir en personne cet automne. Merci beaucoup.